Il y avait, tout en bas d'un contrat, une phrase que personne n'avait jugé utile de lui expliquer. Il y avait un homme qui aurait pu la demander en mariage d'une manière plus douce et qui avait choisi, pour des raisons qui ne prenaient un sens qu'à 3 heures du matin, de ne pas le faire. Et il y avait une femme qui, à cet instant précis, pliait des gants empruntés avec la tranquille efficacité de qui a déjà soldé un compte et n'attend plus rien. Le document était posé entre eux, sur la table de merisier, encore humide de l'encre du notaire. On attendait qu'elle signât comme on attend qu'une porte se referme. Elle relut la ligne à voix basse, presque pour elle seule, du bout des lèvres, ainsi qu'on épelle un mot dans une langue qu'on n'a jamais tout à fait apprise. « Le duc me demande si je puis continuer cette nuit-là. » Elle releva les yeux. « La clause, monsieur, celle du bas. » Que signifie-t-elle? Le notaire toussa dans son poing. C'était le genre de tout qui ne cache pas un rhume, mais une réponse qu'on préfère ne pas donner. De l'autre côté de la pièce, près de la fenêtre, l'homme ne se retourna pas tout de suite. Il regardait la cour où la pluie tombait droit, sans vent, avec cette obstination grise des pluies de février. Quand il se retourna enfin, ce fut avec l'expression de quelqu'un qui a préparé ses mots longtemps à l'avance et qui, malgré cela, hésite à les lâcher. « Elle signifie, dit-il d'une voix trop unie, que vous serez libre de partir dans 4 mois, si vous le désirez encore. » Encore. Le mot resta suspendu au-dessus de la table, comme une dette qu'on n'ose pas chiffrer. Adèle Rousseau savait reconnaître un homme qui garde quelque chose derrière la mâchoire. Elle avait grandi parmi eux. Ce qu'elle ignorait, c'était pourquoi un homme de cette fortune épousait la fille d'un débiteur, et elle ignorait surtout ce que contenait le testament de la première duchesse, 2 étages plus haut, dans un tiroir dont la clé ne quittait jamais une certaine poche. Elle reprit la plume. L'encre cette fois ne trembla pas. « Je continuerai, dit-elle, cette nuit-là comme les autres. » Et elle signa, sans savoir qu'elle venait de commencer, non pas un contrat, mais une longue et patiente reddition des comptes du cœur. La neige de février couvrait les jardins réguliers de l'hôtel de Sévrac, ce mardi-là à Paris. Adèle Rousseau avait 23 ans, une robe de demi-deuil couleur de plomb et une écriture au jambage irrégulier qu'elle s'était toujours reproché de ne pas savoir corriger. Elle passait, sans y penser, le pouce sur le bord ébréché d'une tasse qu'on lui avait servie et qu'elle n'avait pas bu. L'ourlet de sa manche avait été reprisé avec soin, presque avec orgueil, par quelqu'un qui n'avait plus les moyens d'une couturière et refusait qu'on le sût. Elle tenait droite. C'était, chez elle, moins une posture qu'une décision reprise chaque matin. Dites-moi dans les commentaires de quel endroit du monde vous écoutez cette histoire ce soir. La ville, l'heure qu'il est chez vous. Je les lis, chacun. Et si ces récits de ducs et de femmes qui apprennent à respirer plus lentement vous font du bien, laissez un abonnement ici, c'est ma manière discrète de savoir que vous êtes revenu. Ceci est une œuvre de fiction, dont l'action se déroule dans la France du début du 19e siècle. Les personnages, les noms et les situations sont entièrement imaginaires. Et toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels ne serait que pure coïncidence. La lettre de son père était arrivée une semaine avant qu'il mourût. Elle la connaissait par cœur, ce qui n'empêchait pas qu'elle la relût, le soir, comme on presse une meurtrissure pour vérifier qu'elle fait encore mal. Il y parlait de dettes comme d'autres parlent du temps qu'il fait, sans passion, avec la lassitude des gens qui ont trop compté. Tu comprendras un jour que je n'ai pas eu le choix. Le duc de Sévrac épongera tout. Tu seras à l'abri. À l'abri. Le mot revenait souvent chez les hommes qui décident pour les femmes. Il ne disait jamais à l'abri de quoi. Elle savait, elle, le montant exact de la dernière note. 347 francs et 11 sous pour un tailleur de la rue Saint-Honoré qui avait cessé de saluer son père dans la rue. C'était une somme qu'on pouvait compter 2 fois sur une table, une somme qui tenait dans une main, et c'était pourtant celle qui l'avait fait pleurer, parce qu'elle était petite et qu'elle avait suffi à faire d'un homme un fuyard. Les grandes dettes, elle avait appris à ne pas les croire. C'étaient les petites qui tuaient. On l'installa dans une chambre du 2e étage, sur la cour.
La première chose qu'elle remarqua ne fut pas le lit à baldaquin ni les rideaux de Damas, mais la fenêtre à balcon qui donnait sur un jardin en contrebas, un jardin d'hiver rendu à la géométrie et au gel. La deuxième chose fut la rampe de l'escalier, un acajou usé, poli par un siècle de main, avec au 3e degré une éraflure que le temps n'effaçait pas, comme si toujours la même bague, toujours au même endroit, l'avait creusée. Elle apprit plus tard qu'il n'y avait plus de bague dans cette maison. La main gauche du duc ne portait plus d'anneau. Elle l'avait vu au premier regard, ainsi qu'on voit d'abord ce qui manque. La maison était grande et silencieuse d'une manière particulière. Ce n'était pas le silence des maisons vides, c'était le silence des maisons qui se taisent exprès. Les domestiques marchaient le long des murs, les portes se fermaient sans claquer. Madame Berthe, la gouvernante, une femme d'une 60aine d'années au dos droit et aux clés sonnantes, lui fit visiter les pièces avec une politesse qui ressemblait à un mur bien crépi. Le grand salon, la salle à manger où l'on comptait 12 couverts et où l'on n'en mettait jamais que 2. La bibliothèque, enfin, 2 étages de rayonnage reliés par un petit escalier de fer forgé qui montait en spirale vers une galerie et où l'odeur de cuir et de poussière chaude était la seule chose de la maison qui parut respirer librement. « Monsieur le duc prend ses soirées, ici, » dit Madame Berthe. « Il n'aime pas qu'on l'y dérange. » C'était moins un renseignement qu'un avertissement et Adèle le reçut comme tel, avec un léger hochement de tête. Il y avait dans cette bibliothèque un fauteuil placé de biais, tourné non vers le feu, mais vers une petite porte basse, dissimulée dans les boiseries, qu'Adèle prit d'abord pour un placard. Elle ne l'ouvrit pas. Elle avait grandi dans des maisons où l'on apprenait vite quelles portes appartiennent aux autres. Le premier dîner fut une leçon de géographie. On les avait placés aux 2 extrémités d'une table, faite pour 12, si loin l'un de l'autre qu'il fallait presque élever la voix pour être poli et qu'aucun des 2 ne le fit. On servit un potage, un poisson, une volaille dont Adèle oublia le nom aussitôt qu'on le prononça. Le duc mangeait peu et lentement. De temps en temps, il posait sa fourchette et regardait un point situé entre le chandelier et la fenêtre, un point médian qui n'était ni elle ni le vide, avec l'expression de quelqu'un qui écoute un bruit que les autres n'entendent pas. « Vous trouverez la maison froide, dit-il une fois, on ne chauffe pas ce qu'on n'habite pas. »« Je trouve la maison prudente, répondit-elle. Ce n'est pas la même chose. » Il ne dit rien, mais sa bouche fit quelque chose qui était la retenue précise d'un sourire, et il reprit sa fourchette. Ce fut, ce premier soir, tout ce qu'elle obtint de lui, et elle s'en alla se coucher avec le sentiment d'avoir joué une partie dont on lui cachait la moitié des cartes. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que, 2 étages plus haut, quelqu'un ne dormait pas. Elle l'apprit la 3e nuit. Elle s'était réveillée à cette heure sans nom, entre le très tard et le très tôt, avec la soif de ceux qui ont trop pensé avant de fermer les yeux. Elle descendit chercher de l'eau, une bougie à la main, et dans le couloir du 3e étage, un couloir où elle n'avait aucune raison d'être et où elle s'était perdue, elle entendit une voix d'enfant. Ce n'était pas un cri, c'était un chantonnement bas, monotone, la petite mélodie sans parole que se fabriquent les enfants qui ont peur et qui n'ont personne à appeler. Une porte était entrebâillée. Par la fente, à la lueur d'une veilleuse, elle vit une chambre d'enfant, un vrai lit d'enfant, une commode, un cheval de bois sur 3 roues, et, assis dans ce lit, les genoux ramenés contre la poitrine, une petite fille de 5 ou 6 ans qui berçait une poupée de chiffon en fixant la porte, avec dans les yeux cette vigilance que les enfants n'ont pas et qu'ils ne devraient jamais avoir. Adèle resta immobile. Il y avait quelque chose dans cette chambre qui n'était pas prévu par le contrat. Il y avait quelque chose dans le regard de l'enfant qui ressemblait à une question posée depuis longtemps sans réponse. Et il y avait, sur le seuil, une autre présence. Le duc en manche de chemise qui montait la garde dans l'obscurité du couloir et qui, en découvrant Adèle, se figea comme un homme surpris à commettre une bonté. « Rentrez dans votre chambre, madame, » dit-il. Ce ne fut pas dur, ce fut trop calme, ce qui était pire. Elle vit sa mâchoire se serrer exactement comme au bureau du notaire, chaque fois qu'un mot approchait de trop près quelque chose qu'il gardait. Elle rentra.
Mais elle emporta l'image, et l'image ne la lâcha plus. Le lendemain, elle interrogea Madame Berthe avec la prudence de qui pose une pierre sur un étang gelé. « Il y a un enfant dans cette maison. » Ce n'était pas une question. La gouvernante qui comptait des draps ne leva pas les yeux. « Il y a beaucoup de chambres, madame. Il y a une petite fille. » Les mains de Madame Berthe s'arrêtèrent, puis reprirent « Monsieur le duc vous dira ce qu'il jugera bon de vous dire. Ce n'est pas à moi. » Et elle ajouta plus bas, d'une voix qui n'était plus tout à fait celle du service, « Il y a des enfants qu'il vaut mieux ne pas nommer trop fort. Le nom, madame, c'est ce qu'on peut prendre. » C'était une phrase étrange, et Adèle l'arrangea avec les autres, dans ce coin de l'esprit où elle gardait les choses qu'elle ne comprenait pas encore, mais dont elle sentait qu'elles se rejoindraient un jour. Que savait la ville de cette maison? Que chuchotaient les salons du faubourg? Que voulaient dire les sourcils qu'on levait de l'autre côté des tables à thé quand on prononçait le nom de Séverac? Adèle allait l'apprendre par morceaux dans les semaines qui suivirent, comme on reconstitue une lettre déchirée dont il manque toujours le mot central. Car on l'a sortie. Une duchesse ne reste pas cachée. C'était même, elle finit par le comprendre, l'une des raisons de sa présence. Une maison qui reçoit une épouse jeune et convenable est une maison qui rassure. On la mena à un thé chez la tante du duc, Madame de Vertumne. Une vieille dame à la bouche fine, assise très droite dans un salon jaune, qui la jaugea de la coiffure aux souliers, avec la lenteur de qui inventerie un bien avant l'achat. « Ainsi c'est vous, dit-elle, et il y avait dans le vous toute une géographie sociale, le récit entier d'une déchéance et d'un rachat. Mon neveu a le goût des causes perdues. C'est un défaut de famille. Sa première femme aussi était une cause. » Elle porta sa tasse à ses lèvres. Elle en est morte. Adèle ne sia pas. Elle avait appris dans les maisons pauvres l'art de recevoir une gifle sans porter la main à sa joue. « J'espère être une cause plus économe, madame. » La vieille dame la regarda alors autrement, non plus comme un bien, mais comme une adversaire possible, ce qui, dans ce monde, était presque une marque de respect. « Vous êtes plus fine qu'on ne dit. Prenez garde. Dans cette maison, la finesse s'use vite. » Ce fut chez Madame de Vertumne qu'elle entendit prononcer pour la première fois un autre nom, celui de la comtesse Sabine de Grécourt. On le disait avec une intonation particulière, un fléchissement de la voix, la manière dont on nomme une chose qui aurait dû arriver et qui n'était pas arrivée. On la croyait promise au duc, glissa une dame en éventant son décolleté. Avant. Depuis, elle attend. Les femmes comme elle savent attendre. On rit doucement. On changea de sujet. Mais Adèle garda le nom, ainsi qu'on garde une graine dans un pli de mouchoir, sans savoir encore quelle plante en sortira. Elle revit la petite fille. C'était inévitable dans une maison où l'on finit toujours par croiser ce qu'on cache. Un après-midi de pluie, en cherchant un livre, elle poussa la petite porte basse de la bibliothèque, celle qu'elle avait prise pour un placard, et découvrit un escalier dérobé qui montait tout droit vers la chambre d'enfant. C'était par là que le duc passait la nuit sans traverser la maison. C'était par là qu'un homme rejoignait en secret quelque chose qu'il aimait. L'enfant était là, assise par terre, occupée à ranger des boutons par couleur avec le sérieux absolu des enfants qui ont fait du rangement une manière de tenir le monde en place. Elle leva la tête. Elle n'eut pas peur. Ce fut Adèle, curieusement, qui eut peur de mal faire, de trop faire, de ce que la tendresse pouvait coûter dans cette maison. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, et elle se souvint aussitôt de Madame Berthe. Le nom, c'est ce qu'on peut prendre. La petite hésita, puis à voix très basse, comme on livre un secret trop grand pour soi, « On m'appelle Camille, mais je ne suis sur aucun papier. » Elle le dit sans tristesse, comme un fait, de la même voix dont le père d'Adèle parlait de ses dettes. Et Adèle comprit ce jour-là qu'il y avait dans cette maison deux personnes qui n'existaient pas tout à fait. Une enfant qu'aucun registre ne nommait et une épouse qu'un contrat pouvait renvoyer dans 4 mois. Elle s'assit par terre, à côté d'elle,
et se mit à ranger les boutons. Les semaines passèrent, et une vie se mit à ressembler à une vie. Les journées d'Adèle prirent une forme. Le matin, les comptes de la maison, qu'on avait fini par lui confier parce qu'une femme qui compte est une femme occupée. L'après-midi, une visite, une couture, une promenade au jardin quand le froid le permettait. Et le soir, la bibliothèque, non pas avec le duc d'abord, mais après lui, quand il l'avait quitté dans la chaleur qu'il y avait laissée et l'odeur des bougies brûlées jusqu'au bout de la mèche. Puis, un soir, il ne la quitta pas. Elle entra croyant la pièce vide et le trouva dans le fauteuil de billets. Un registre ouvert sur les genoux, une paire de lunettes qu'elle ne lui avait jamais vu poser au bout du nez. Il les ôta d'un geste, comme on cache une faiblesse. Il y eut ce silence que la narration, si elle avait pu parler, aurait appelé du calcul plutôt que de l'indifférence. Le silence d'un homme qui décide de la quantité exacte de vérité qu'il peut se permettre. « Vous ne dormez pas, dit-il. Vous non plus. J'ai des comptes. Moi aussi. » Elle montra le registre qu'elle tenait. Les fermages de la métairie du Nord. Ils sont en retard de 3 termes. Quelque chose passa sur son visage, très vite. « Laissez la métairie du Nord. Elle perd de l'argent. Laissez-la, madame. » Et plus bas, avec l'expression de quelqu'un qui referme un tiroir dont il a montré le contenu par mégarde, « Il y a des pertes qu'on choisit. » Elle n'insista pas ce soir-là, mais elle nota, car elle notait tout, que les fermages de la métairie du Nord étaient payés, malgré tout, par une main invisible, à des dates qui ne correspondaient à rien, et que le nom porté au bas des quittances n'était pas celui du duc. Ces soirées de bibliothèque devinrent une habitude qu'aucun des deux ne nomma. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Elle lisait dans un coin, lui dans l'autre, chacun de son côté du grand tapis élimé. Et le silence entre eux cessa peu à peu d'être un mur pour devenir une pièce où l'on pouvait tous deux se tenir. Parfois, il lui tendait un livre sans un mot. Parfois, elle lui lisait un vers à voix haute pour voir. Une fois, il rit, un rire bref, presque involontaire, qu'il parut regretter aussitôt, ainsi qu'on regrette d'avoir montré, l'espace d'un éclair, qu'on possède encore la chose qu'on croyait perdue. Elle apprenait à le lire de l'extérieur, faute d'y être admise autrement. Elle apprit que sa main gauche cherchait parfois l'anneau qui n'y était plus. Elle apprit que le mot « héritage » dans la bouche des autres lui serrait la mâchoire. Elle apprit qu'il montait chaque nuit par l'escalier dérobé et qu'au matin ses yeux portèrent la fatigue de qui a veillé. Elle apprit surtout qu'il aimait la petite Camille, d'un amour qui n'avait pas de nom légal, et que cet amour-là était peut-être la seule chose entièrement vraie dans une maison bâtie sur des choses tues. Un jour de mars, elle emmena Camille à l'orangerie. C'était une longue serre de verre et de fer au fond du jardin où le jardinier entretenait, à grands frais, un printemps privé. Il y faisait tiède. Une odeur de terre humide et d'oranger y flottait, entêtante, hors saison. Camille y devint une autre enfant. Elle courait entre les pots, nommait les plantes, riait pour de vrai. Et Adèle, la regardant, comprit une chose qu'elle ne dit à personne, que cette serre était le seul endroit de la propriété où la petite fille avait le droit d'exister à voix haute. Le duc les y surprit. Il s'arrêta à l'entrée, une lettre à la main, et regarda la scène, l'enfant qui riait, la jeune femme agenouillée dans l'allée, avec l'expression de quelqu'un qui découvre, sur une carte qu'il croyait connaître par cœur, une route qu'il n'avait jamais remarquée. Il ne dit rien. Il repartit. Mais ce soir-là, à la bibliothèque, il posa son registre et dit, sans la regarder, « Elle vous aime bien. C'est facile de l'aimer. » « Non, dit-il, ce n'est pas facile du tout. » Il regarda le feu. « L'aimer coûte cher, madame, plus cher que vous ne pouvez le savoir. Alors dites-le-moi, ce que ça coûte. » Il y eut un long silence. La pendule sonna l'heure, 10 coups, lents, dans la maison endormie. Il se leva, remit ses lunettes dans sa poche et s'arrêta à la porte. « Dans 2 mois et demi, vous serez libre, dit-il. Certaines choses sont plus légères à porter quand on sait qu'on peut les poser. Laissez-moi vous les épargner encore un peu. » Et il monta par l'escalier dérobé, la laissant seule avec le registre, le feu
et la certitude grandissante que le prix dont il parlait avait un rapport avec la clause du bas de la page, celle que personne n'avait voulu lui expliquer. Ce fut à peu près à ce moment que la comtesse de Grécourt cessa d'être un nom pour devenir une présence. Elle apparut à un dîner, l'un de ces dîners qu'on ne peut refuser sans qu'on en parle. Sabine de Grécourt avait la beauté patiente des femmes qui ont fait de l'attente un métier, belle sans hâte, sûre d'un droit qu'on lui avait, croyait-elle, promis, et qui la regardait, Adèle, avec une douceur qui était la forme la plus polie du mépris. Elle connaissait la maison, elle connaissait le duc, elle prononçait son prénom, Antoine avec l'aisance de qui l'a longtemps prononcé. « Vous vous plaisez dans cette grande maison ?» demanda-t-elle à Adèle par-dessus le potage. « Elle est difficile à tenir. Il faut en connaître tous les recoins. » Elle sourit. « Tous. »« Je découvre les recoins l'un après l'autre, » répondit Adèle. « C'est plus prudent. On ne se cogne pas. Il y a des recoins, ma chère, où l'on ne devrait pas entrer. » Elle reposa sa cuillère. « Un homme comme le duc a des raisons. Ces raisons ont des noms. » Elle laissa cela flotter, exactement comme le notaire avait laissé flotter. Encore. Et Adèle comprit que la comtesse savait pour Camille, savait pour l'escalier dérobé, savait pour la métairie du Nord et les quittances signées d'un autre nom. Elle savait, et son savoir était une arme qu'elle astiquait en public pour qu'on en vît le tranchant. De l'autre côté de la table, le duc écoutait sans écouter, avec cette immobilité qui, chez lui, n'était pas de l'indifférence, mais un travail. Adèle le vit poser sa main gauche à plat sur la nappe, la main sans anneau, et l'y laisser, comme on pose une chose qu'on veut empêcher de trembler. Après le dîner, dans le salon, la comtesse s'arrangea pour être seule un instant avec lui, près de la cheminée. Adèle, de l'autre côté de la pièce, ne pouvait entendre. Mais elle vit. Elle vit la comtesse parler bas, longuement, une main posée sur le bras du duc avec l'autorité d'un ancien droit. Elle vit le duc écouter, le visage fermé, la mâchoire serrée sur le mot qu'on lui rappelait sans doute « héritage ». Elle vit qu'à la fin, il retira son bras, doucement, comme on décroche une main d'enfant d'une rampe. Et elle vit la comtesse sourire, non de dépit, mais de patience, du sourire de qui a du temps devant elle et sait que le temps, dans cette affaire, jouait pour elle. Ce n'était pas de la jalousie, ce qu'Adèle éprouva en rentrant ce soir-là, ou pas seulement. C'était le sentiment plus froid, plus juste, de se trouver au milieu d'une partie dont elle était non pas la joueuse, mais la mise, et de ne pas connaître la règle qui déciderait de son sort. La règle, elle finit par l'apprendre. Ce fut par le pire des moyens, par un homme. Il s'appelait Laurent de Séverac, cousin du duc, héritier présomptif du titre tant qu'aucun fils légitime ne venait le déloger. Il se présenta un matin sans être annoncé, avec l'aisance d'un homme qui se croit déjà chez lui, et demanda à voir la nouvelle duchesse, sur un ton qui faisait des guillemets audibles autour du mot. C'était le genre d'homme qui sourit trop et regarde trop peu, qui vous serre la main en évaluant vos meubles. « Je venais vous mettre en garde, ma cousine, » dit-il en s'asseyant sans qu'on l'y invitât. « Par bonté. On vous a marié à un homme qui a des secrets. Or, les secrets, dans les familles comme la nôtre, ont une valeur juridique. » Il croisa les jambes. « Vous savez qu'il y a une enfant. » Adèle ne répondit pas. Ne rien dire était, elle l'avait appris, la seule réponse qu'on ne peut retourner contre vous. « Une enfant, reprit-il, qui n'est portée sur aucun registre, qui n'est la fille de personne aux yeux de la loi. Or, ma cousine, la première duchesse, paix à son âme, a laissé un testament. Et dans ce testament, il y a une clause. » Il sourit. « Tout dans cette maison tient à des clauses, n'est-ce pas? La clause dit ceci, que le domaine et le titre reviennent à l'enfant de la duchesse, à condition que cet enfant soit reconnu et inscrit avant le terme d'une année après sa mort. Passé ce terme, faute d'inscription, l'enfant n'existe plus en droit, et le titre, le domaine, tout, revient au plus proche parent mâle. » Il posa la main sur sa propre poitrine avec une modestie parfaitement obscène. « À moi. » Le sol se déroba sous la surface calme d'Adèle sans qu'un seul trait de son visage bougeât. Elle comprit tout, d'un coup,
comme on comprend la fin d'une phrase dont on tenait déjà les premiers mots. L'enfant qui n'était pas de lui, le mariage soudain avec la fille d'un débiteur, qu'on pouvait épouser vite et sans question, les 4 mois, le mot « encore », la métairie du Nord. Tout convergeait vers une seule chose, une seule date, un seul terme qui approchait. « Mais quand expire cette année ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle rendit indifférente. Laurent sourit plus largement. « En juin, ma cousine, le 21 juin, le jour le plus long de l'année. » Il se leva, satisfait. Il ne peut pas la reconnaître, elle n'est pas de lui. Et le prouver serait la déshonorer, elle et sa mère, et livrer la maison au scandale. Il ne peut pas non plus l'inscrire sous un faux père, sans commettre un faux en écriture. Il est pris. Nous sommes tous pris dans cette famille par les papiers de nos morts. À la porte, il se retourna. Vous, en revanche, vous pouvez encore partir. Dans 4 mois, dites-on. Un homme prévoyant vous a ménagé une sortie. Prenez-la. Quand il fut parti, Adèle resta longtemps immobile au milieu du salon. La pendule sonnait. Dehors, la pluie de printemps lavait les fenêtres. Et elle vit enfin le dessin entier de la toile dans laquelle elle vivait depuis février. Un homme qui aimait une enfant qui n'était pas la sienne, qui ne pouvait ni l'abandonner ni la sauver, et qui, à défaut de pouvoir la reconnaître, avait fait la seule chose qui lui restait, épouser vite une femme convenable pour donner à la petite, à défaut d'un nom, une maison où 2 adultes veillaient. Il avait acheté du temps, il avait acheté une apparence, et il avait ménagé à cette femme une porte de sortie parce qu'il ne se croyait pas le droit de l'enfermer dans une cause perdue. Il y a des pertes qu'on choisit. La métairie du Nord, les quittances signées d'un autre nom. Elle comprit ce soir-là ce que c'était. De l'argent qu'il faisait passer, en secret, à la famille maternelle de l'enfant, quelque part à la campagne. La seule manière qui lui restait de protéger ce qu'il ne pouvait pas nommer. Elle aurait dû être soulagée. On lui offrait une porte. Dans 2 mois, elle serait libre, quitte de toute dette, avec un nom respectable et une vie à recommencer. C'était, selon tous les comptes qu'on lui avait appris à faire, la bonne opération. Ce fut le soir où elle décida de ne pas la faire. Mais avant qu'elle pût le lui dire, il y eut le bal. C'était un grand bal chez les Vertumnes, l'un de ces événements où toute une société vient vérifier qui monte et qui tombe. Adèle y parut au bras du duc, dans une robe qu'on avait fait faire pour elle et qui, pour la première fois depuis des années, n'avait pas d'ourlet reprisé. Elle vit, en entrant, les têtes se tourner, les éventails s'ouvrir, les phrases se former derrière les éventails. Que savait la ville? Que chuchotèrent les salons? Que voulaient dire les regards qui allaient d'elle au duc et du duc à une autre femme de l'autre côté de la salle, vêtue de bleu nuit? Car la comtesse de Grécourt était là. Et la comtesse de Grécourt avait décidé ce soir-là de reprendre publiquement ce qu'elle estimait sien. Le duc dansait peu. Tout le monde le savait. C'était l'un des faits établis de sa personne, comme sa main sans anneau. Il dansa pourtant. Il dansa avec la comtesse de Grécourt. Et quand la danse fut finie, contre tout usage, contre toute prudence, il dansa avec elle une seconde fois, 2 danses de suite avec la même femme, dans une salle qui comptait ce qui dans ce monde était presque une déclaration, presque une reprise de paroles données. Adèle le vit du bord de la salle, une coupe qu'elle ne buvait pas à la main. Elle vit la comtesse lever vers lui un visage triomphant. Elle vit qu'on la regardait, elle, l'épouse, pour mesurer sa réaction, pour recueillir le sang. Et l'on ne recueillit rien. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle tourna le visage d'un demi-degré, exactement, vers une dame qui lui parlait de la pluie, et elle répondit sur la pluie. Elle lissa un pli de son gant. Elle fit de sa bouche cette chose qui était la retenue précise d'un sourire. Personne ne put dire, ce soir-là, ni le lendemain, ni jamais, que la nouvelle duchesse avait été blessée en public. C'était sa manière à elle de gagner une bataille qu'on avait conçue pour qu'elle la perdît, refuser d'y participer. Mais dans la voiture, sur le chemin du retour, dans le noir qui les protégeait tous deux, elle regarda droit devant elle et dit « 2 danses ». Vous saviez ce que cela signifierait. Il ne répondit pas tout de suite. La voiture roulait sur les pavés mouillés. Enfin, elle sait, pour l'enfant, elle l'a toujours su. Elle m'a proposé son silence.
Il regardait par la vitre la ville noire. À un prix. Vous, Udo, moi. Un silence. Et le renvoi de la duchesse actuelle, sitôt le terme échu. Il tourna enfin la tête vers elle, et il y avait sur son visage l'expression de quelqu'un qui pose une carte qu'il aurait voulu garder. Elle m'offre de sauver Camille. Elle a les relations qu'il faut, la parenté qu'il faut, pour faire inscrire l'enfant sous un nom qui tienne. Elle peut le faire. En juin, avant le terme, il suffit que je l'épouse. La voiture s'arrêta. Ils ne descendirent ni l'un ni l'autre. « Alors épousez-la, dit Adèle, et sa voix ne trembla pas plus que l'encre au bas du contrat. Si c'est le prix de l'enfant, il n'y a pas à hésiter. »« Il y a à hésiter, dit-il, très bas, avec l'expression de quelqu'un qui découvre, au moment de payer, que le prix n'est pas celui qu'il avait cru. Et il descendit de voiture sans en dire davantage, et il ne monta pas ce soir-là par l'escalier dérobé. Elle l'entendit marcher dans la bibliothèque sous sa chambre, une bonne partie de la nuit, d'un mur à l'autre, comme un homme qui compte et recompte une somme qui ne tombe jamais juste. Ce furent les jours les plus sombres, ce furent les jours où tout parut perdu. Car la comtesse ne se contenta pas d'attendre. Elle fit courir le bruit. On commença de dire dans les salons que la fille Rousseau n'était qu'un arrangement, une commodité, une épouse de location qu'on renverrait au terme. On le disait avec cette pitié qui est la forme la plus cruelle du plaisir. On plaignait Adèle en public pour mieux la déclasser. Et l'on annonçait à demi-mot, comme une chose désormais entendue, le futur mariage du duc avec la comtesse de Grécourt dès que la situation serait régularisée, disait-on, ce qui, pour ceux qui savaient, voulait dire dès l'enfant sauvé. Adèle porta cela comme elle avait porté le reste, droite, quiéta au dehors et ordonnée au dedans. Mais elle sentait fondre les jours. Mai avança. Le 21 juin cessa d'être une date pour devenir une horloge, et cette horloge battait dans chaque pièce de la maison. On entendait, dans les silences du duc, le temps qui manquait. Un matin, elle le trouva dans la bibliothèque. Le testament de la première duchesse ouvert devant lui, ce papier qu'on lui avait caché depuis février, elle le reconnut à la clause soulignée. Une ligne ancrée, d'un trait plus appuyé que les autres, comme si une main, autrefois, y avait mis toute sa peur. Il ne le referma pas en la voyant. C'était nouveau. C'était chez lui une manière de capituler. « Lisez, dit-il. Vous avez le droit, maintenant. » Elle lut. C'était elle que Laurent l'avait dit. Et pire, parce que c'était écrit. L'enfant devait être inscrite avant le 21 juin. Faute de quoi, tout revenait au cousin, et l'enfant à rien. « Il vous reste une manière de la sauver, dit Adèle en reposant le papier. Vous la connaissez ? Oui. Alors pourquoi hésiter encore? Il la regarda longuement. Il y avait quelque chose dans son visage qu'elle n'avait jamais vu, quelque chose qu'elle n'avait pas le vocabulaire de nommer, quelque chose entre la fatigue et un aveu. Parce que, dit-il enfin, il y a deux manières de sauver un enfant. La première est de lui donner un nom. La seconde est de lui donner une maison où l'on ne ment pas. Je peux acheter la première à la comtesse. Je ne pourrai jamais acheter la seconde. Il se leva, alla à la fenêtre, se tint de dos. Vous partez dans un mois, c'est écrit. C'est mieux ainsi, ne vous attachez pas à ce qui va se défaire. Ce ne fut pas ce qu'il dit qui la retint. Ce fut la manière dont il le dit, comme un homme qui plaide pour une chose à laquelle il ne croit plus, parce qu'il l'a décidée trop tôt et n'ose pas la décider autrement. Elle comprit alors une chose sur cet homme qu'elle regardait de l'extérieur depuis 4 mois. Il ne se croyait le droit de rien. Il avait tant appris à protéger les autres en se privant lui-même qu'il en avait fait une seconde nature. Il vous ménageait des sorties parce qu'il ne concevait pas qu'on pût vouloir rester dans sa maison de secret et de deuil. Il croyait ne mériter que le renoncement. Et cette erreur-là, cette seule erreur, était peut-être la place exacte où l'on pouvait entrer. Le 21 juin approchait, mais avant lui vint une autre nuit, cette nuit-là, celle de la clause, celle que personne n'avait voulu lui expliquer. Elle en comprit le sens quelques jours avant. Ce fut Madame Berthe qui le lui dit un soir, à voix basse,
en pliant du linge, comme on confie enfin ce qu'on garde depuis trop longtemps. Il y a une nuit, dans l'année, madame, où la petite ne dort pas du tout. C'est la nuit où sa mère est morte. 1 an cette année. La petite ne le sait pas en mots, mais son corps le sait. Elle veille, elle a peur, elle appelle une femme qui ne viendra pas. Monsieur le duc reste auprès d'elle toute cette nuit-là, chaque année, jusqu'au matin. C'est cela, la clause du bas de la page. Le notaire l'avait écrite comme il écrit tout, bêtement, à l'envers. Le duc demande si l'épouse peut continuer cette nuit-là. Continuer la veille, continuer à tenir la main de l'enfant. Il n'a jamais su comment vous le demander autrement que par un papier. C'est le seul langage qu'il ait. Adèle resta immobile, le linge tiède entre les mains. Ainsi c'était cela. Toute cette peur, toute cette énigme, tout ce mot « encore » suspendu au-dessus d'une table en février, cela se réduisait à un homme qui ne savait demander qu'une seule chose au monde et qui l'avait cachée dans une clause parce qu'il ne savait pas la demander en la regardant. Le duc me demande si je puis continuer cette nuit-là. Elle avait signé cette phrase sans la comprendre. Elle la comprenait, enfin, et elle sut ce qu'elle ferait. La nuit vint. C'était une nuit courte de juin, une de ces nuits pâles où le ciel ne devient jamais tout à fait noir. Adèle ne se coucha pas. Elle attendit que la maison se tût, puis elle monta, non par l'escalier dérobé qui n'était pas le sien, mais par le grand escalier à visage découvert, sa bougie à la main, jusqu'à la chambre du 3e étage. Le duc était déjà là, assis au chevet de l'enfant qui ne dormait pas, qui fixait la porte de ce regard vigilant qu'elle avait la première nuit, la poupée de chiffon serrée contre elle. Il leva les yeux vers Adèle avec l'expression de quelqu'un qui voit arriver une chose qu'il avait cessé d'espérer et ne sait plus comment la recevoir. « Vous n'êtes pas obligé, dit-il. La clause ne vous engage plus. Vous partez dans 10 jours. Je ne suis pas venu pour une clause, répondit-elle. Et elle entra, posa sa bougie et s'assit de l'autre côté du lit. Ils veillèrent l'enfant toute la nuit, chacun d'un côté. Camille, entre eux deux, cessa peu à peu de fixer la porte. Adèle lui raconta des histoires à voix basse, des histoires sans loup, sans forêt, sans mère qui meurt, des histoires où l'on rangeait des boutons par couleur et où tout finissait à sa place. Vers la fin, la petite s'endormit, une main dans celle d'Adèle, l'autre dans celle du duc, et l'on entendit dans le silence sa respiration devenir lente et profonde. La respiration d'un enfant qui, cette nuit-là, pour la première fois, n'a plus peur. Le duc regardait la petite main de l'enfant dans celle de sa femme. Il ne disait rien. Mais il y avait, dans la manière dont il ne disait rien, non pas de l'indifférence, mais un travail immense, le lent démontage d'une décision prise en février. « Vous auriez dû me la donner autrement », dit Adèle tout bas, sans le regarder. « Cette question, pas dans un papier. » « Je ne sais pas la donner autrement, dit-il. Je n'ai jamais su. »« Alors apprenez. Il vous reste 10 jours. » Le matin se leva sur eux 3, et quelque chose, dans la maison, avait changé de température. Il restait pourtant le 21 juin, et la loi, et le cousin, et la comtesse. La tendresse d'une nuit ne réécrit pas un testament. Ce fut Adèle qui trouva la faille. Elle l'avait sous les yeux depuis février, dans les registres qu'on lui avait confiés, parce qu'une femme qui compte est une femme occupée. Les quittances de la métairie du Nord, signées d'un autre nom. Elle avait mis des semaines à comprendre ce nom. C'était celui de la famille maternelle de Camille, des gens modestes de la campagne, à qui le duc versait en secret de quoi vivre. Or, il y avait dans ce nom, dans cette parenté-là, une chose que ni le cousin ni la comtesse n'avaient vue, parce qu'ils regardaient trop haut. L'enfant avait, du côté de sa mère, une grand-tante encore vivante. Une femme sans fortune, mais avec un nom en règle, qui pouvait légalement reconnaître et inscrire la petite comme sa parente, pas comme duchesse, pas comme héritière du sang de Séverac, mais comme une enfant existante, portée sur un registre, sauvée du néant juridique où le cousin voulait la précipiter. Cela ne sauvait pas le titre. Le domaine passerait peut-être à Laurent, c'était le prix. Mais cela sauvait l'enfant sans que le duc dût épouser la comtesse, sans qu'il dût livrer sa maison, sans mensonge, sans faux,
en écriture. Cela lui rendait la seule chose qu'il avait cru devoir vendre, le droit de choisir. Elle le lui apporta un soir, à la bibliothèque, avec les papiers et les dates et les noms. Exactement comme un notaire apporte un contrat, sauf que celui-là libérait au lieu de lier. Il lut longuement. Quand il releva les yeux, il ne dit pas merci. Il dit, avec l'expression de quelqu'un qui n'ose pas croire qu'on lui offre gratuitement ce qu'il croyait payer de toute sa vie, « Vous me faites perdre le domaine. »« Il y a des pertes qu'on choisit, dit-elle. Vous me l'avez appris. » L'enfant fut inscrite le 19 juin à la campagne sous le nom de sa grand-tante, 2 jours avant le terme. La comtesse de Grécourt, apprenant qu'elle n'avait plus rien à vendre, cessa d'attendre. Les femmes comme elle ne perdent pas leur temps sur les affaires conclues. Laurent de Séverac eut le domaine du Nord et une partie des terres et s'en alla content, sans jamais comprendre qu'il avait gagné la chose la moins précieuse de toute l'histoire. Et la maison, allégée d'un secret, se mit à respirer un peu. Il restait 10 jours au calendrier d'Adèle, puis 8, puis 3. Le terme des 4 mois approchait, celui de la clause, celui du mot « encore ». Elle était libre de partir. Personne ne la retenait. C'était écrit. Elle fit ses malles. Ou plutôt, elle plia ses affaires avec la même tranquille efficacité qu'elle avait mise, en février, à plier des gants empruntés. Sauf que rien, cette fois, n'était emprunté, et qu'elle ne fermait aucun compte. Elle attendait qu'il vînt. Elle savait qu'il ne saurait pas venir. Il la fit demander à l'orangerie. Elle l'y trouva parmi les orangers, dans la tiédeur, l'odeur de terre humide, la lumière verte du soir à travers le verre. Camille jouait au fond de l'allée. Le duc se tenait de l'autre côté d'un massif, les mains derrière le dos, et il regardait un thermomètre accroché à un montant de fer, comme si c'était la chose la plus importante du monde. « La serre est à 16 degrés, dit-il, sans la regarder. Elle y reste toute l'année. C'est le seul endroit de la propriété où rien ne gèle. » Un silence. Si vous vouliez revenir un jour, pour la voir, pour la petite, elle serait toujours à 16 degrés. En juin comme en février. Ce n'était pas « je vous aime ». Il ne le dirait jamais de face. Ce n'était pas sa langue. C'était par le côté qu'il donnait ce qu'il avait, par un thermomètre, par une serre qui ne gelait pas, par une porte qu'il laissait ouverte, sans oser dire qu'il espérait qu'on la franchît. Elle avait appris en 4 mois à lire cet homme de l'extérieur. Elle le lut cette fois, jusqu'au fond. « Les fermages de la métairie du Nord, dit-elle, ceux que vous payez sous un autre nom. Ils continueront. C'est réglé pour la vie de la grand-tante. Alors quelqu'un devra tenir les comptes. » Elle passa le pouce sur le bord d'une feuille d'oranger, ce même geste qu'elle avait eu, en février, sur le bord ébréché d'une tasse. « Vous comptez mal, monsieur, je l'ai vu dès le premier registre. » Il se tourna enfin vers elle. Ce n'était pas de la joie sur son visage. C'était plus lent, plus grave, quelque chose qui ressemblait au commencement d'une réévaluation. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas du calcul. C'était peut-être un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, s'autorisait à vouloir une chose pour lui. « Vous restez ?» dit-il. Et c'était, dans sa bouche, la question la plus nue qu'il eût jamais posée sans papier. « Je serai ici en juin, répondit-elle, et en février, et les nuits où l'enfant ne dort pas. » Elle le regarda bien en face. « Vous m'avez demandé une fois, dans une clause, si je pouvais continuer cette nuit-là. Je vous réponds enfin. Oui, cette nuit-là comme les autres. » Il ne dit rien, mais sa main gauche, celle qui ne portait plus d'anneau, celle qui cherchait toujours quelque chose qui n'y était plus, s'ouvrit et se referma, une fois, au bord du massif. Et il ne l'attendit pas vers elle, pas encore, car il fallait à cet homme apprendre les gestes qu'on ne lui avait jamais appris. Mais il fit de sa bouche cette chose rare, cette chose qu'elle ne lui avait vue qu'une fois près d'un feu, la retenue précise d'un sourire. Au fond de l'allée, Camille les appela tous les deux à la fois, du même mot, sans distinction, comme on appelle des gens qui vont ensemble. Elle défit ses malles le lendemain. Personne, dans la maison, n'en fit la remarque à voix haute. On avait, à l'hôtel de Séverac, l'habitude des choses qui se décident dans le silence. Mais Madame Berthe rangea les clés autrement.
et le jardinier reçut l'ordre de tenir la serre à 16 degrés jusqu'à nouvel avis, ce qui, dans cette maison, était la manière la plus proche qu'on eût d'annoncer un bonheur. Elle revint au registre de la métairie du Nord. La pluie de juin tombait droit sur les vitres, sans vent, comme celle de février. Des histoires racontées avec un amour tranquille. Une lettre sans date arriva, portant un poids que l'automne avait gardé. Une dette, un nom que la ville craignait, dont personne ne parlait. Elle plia sa peur en silence, choisit le chemin que nul ne voulait voir. Ce fut ainsi, sans rien promettre, que deux étrangers se trouvèrent dans le froid. Lui, l'homme que la ville jugeait de travers. Elle, la femme qui réapprit à croire. Une clause au bas d'une page demandait ce qu'un cœur n'osait nommer. Une enfant sans registre dormait 2 étages plus haut, sans se douter. Elle plia sa peur en silence, choisit le chemin que nul ne voulait voir. Ce fut ainsi, sans rien promettre, que 2 étrangers se trouvèrent dans le froid. Lui, l'homme que la ville jugeait de travers. Elle, la femme qui réapprit à croire. Si des histoires comme celle-ci vous accompagnent dans la nuit, laissez un commentaire et un abonnement. C'est ce qui fait qu'on continue de les raconter ici. Ceci est une œuvre de fiction se déroulant en France, au début du 19e siècle. Toute ressemblance avec des personnes ou des faits réels ne serait que pure coïncidence.